Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast de Cœur des Possibles, un épisode de podcast où on va parler ensemble de l'expérience que j'ai vécue d'avoir créé un écolieu, ou en tout cas un lieu de retraite, et de l'avoir fermé assez rapidement. Ça me semble important parce que je sais que beaucoup de personnes qui sont entrepreneurs du bien-être portent en eux en général un rêve de créer un lieu d'accueil pour pouvoir proposer des expériences de transformation aux gens. Et c'est un très beau rêve et en même temps c'est un rêve qui très souvent dans la matière est complexe et soit beaucoup de personnes n'arrivent pas à démarrer ce rêve, soit quand le rêve se réalise, il s'autodétruit, je pourrais dire, assez rapidement. Donc je vais moi vous partager en toute humilité mon expérience. Sachez que ça fait très 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 longtemps que je pense faire cet épisode, que parfois il y a des personnes qui me posent des questions: «Ah mais ce lieu que tu avais créé» et cetera, et donc que je sais qu'il faut que, enfin en tout cas que je suis invitée par la vie à partager ma parole et mon expérience sur ce sujet. Je crois que j'avais besoin de beaucoup le digérer. C'est un épisode qui s'est clôturé intégralement à l'automne 2022, donc ça va bientôt faire 2 ans. J'enregistre cet épisode en juillet 2024. C'est un épisode, c'est aussi une expérience sur laquelle du coup, à cette époque-là, j'ai eu envie de me déposer. Mais je pense que j'avais besoin de beaucoup mûrir ce questionnement, prendre du recul sur cette expérience et puis peut-être observer aussi d'autres expériences en lien avec le fait de créer des lieux d'accueil, d'honorer ce rêve que beaucoup de gens portent dans les entrepreneurs du bien-être, qui est de créer ces espaces de lieux de retraite, d'écolieux, de vie en communauté. Je vais vous partager les challenges que moi j'ai vécus dans le cadre de cette expérience, mon regard aujourd'hui sur ça et aussi un constat qui est que beaucoup de gens en rêvent, peu de gens arrivent à le mettre en place et encore moins de gens arrivent à ce que ce projet ne s'autodétruise pas, parce que la complexité dans la matière de ce type de projet en 2024 avec l'énergie qui est là sur terre actuellement, je pense que c'est pas donné à tout le monde de faire en sorte que ça fonctionne. Donc on va y aller ensemble et puis j'espère que voilà, ça répondra peut-être à des questions. Vous vous êtes dit: «Anaïs, à une époque, elle nous a beaucoup parlé de ce lieu, qu'est-ce que c'est devenu? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé?» Eh ben, vient enfin le moment, à qui sait être patient, de découvrir les backstage, comment j'ai vécu ça et surtout les leçons, parce que c'est ça que je vais vous partager. Les leçons de cette expérience, vous savez, c'est un peu mon obsession dans la vie en tant que personne qui est 4-6 en profil de Human Design. C'est que le 6, c'est la personne qui tire un peu constamment les leçons de ses expériences à elle et de celles des personnes qu'elle rencontre pour construire sa propre sagesse de la vie. Donc je vais aussi vous partager tout ça. Voilà, donc pour remettre dans le contexte, peut-être que si vous m'avez connue plus récemment, vous n'avez jamais entendu parler de ce projet. En tout cas, en tout début d'année 2021, j'avais l'ambition donc dans le contexte, il fallait remettre le contexte de l'époque. Donc fin 2020, on sort des 2 périodes de confinement, il y a les couvre-feux et cetera. Moi, à l'époque, après avoir vécu le premier confinement en Bretagne, là où j'ai grandi, je suis retournée vivre à Lyon, là où j'ai lancé mon activité entrepreneuriale. Et j'avais déjà le souhait, l'intention de quitter Lyon, de me rapprocher de la nature et de créer un projet, si possible collectif, avec des personnes que je connaissais. Et donc l'impulsion de ça se lance plutôt fin décembre, voilà, début janvier 2021. Fin décembre 2020, début janvier 2021. Et puis finalement, voilà, le projet capote un peu. Et à l'époque, on m'avait déjà parlé d'une personne que je connaissais de loin via les réseaux sociaux, qui voulait lancer un projet près de l'océan dans le sud-ouest. Et moi, c'est une région que j'adore puisque j'ai fait mes études à Bordeaux. J'aime beaucoup, beaucoup ce coin. J'adore la nature là-bas. La proximité de l'océan, c'est une priorité dans ma vie. Donc voilà. Et donc une personne me dit: «Ah, je sais pas si tu as vu cette personne qui cherche à créer un projet dans cette région, peut-être tu devrais la contacter pour échanger». Et donc finalement, comme mon projet à moi que j'avais lancé avec les personnes que je connaissais de mon entourage, en fait ça avait un peu capoté, on n'était pas vraiment sur en tout cas en plan organisationnel, c'était très compliqué. Donc j'échange avec cette personne. Finalement, elle aussi, en fait, les appels qu'elle avait lancés pour créer ce projet, ça marche pas trop. Il y a qu'1 ou 2 personnes qui ont répondu et qui lui semblent fiables.
dont bien sûr sa compagne de l'époque, qui se révélera être aujourd'hui une de mes très bonnes amies et une personne qui est presque une jumelle de Human Design, puisqu'on a quasiment le même design, toutes les deux. Et donc, en fait, on arrive à mi-février, fin février, et 2021, et à ce moment-là, donc, les projets de création que j'ai lancés moi avec mes proches ont capoté, et ce projet-là, aux dernières nouvelles, il avait aussi plus ou moins capoté. Et puis je prends un temps un peu dépité par ces deux projets qui n'ont pas marché. Je prends un temps de méditation, une forme de petite quête de vision, au pied d'un arbre. Je marche longtemps le long du fleuve à Lyon et puis j'arrive au pied d'un arbre et je me pose là et je médite et je demande à recevoir la guidance de où est-ce que je suis appelée à aller pour la suite de ma vie en fait. Et je reçois une image des Landes et le message des Landes. Et du coup, à ce moment-là, 5 minutes après, je reçois un message de cette personne qui avait envie de créer un projet près de l'océan dans le sud-ouest. Là, je me dis, waouh, synchronicité de dingue. Il me dit, ah, est-ce que tu es dispo pour qu'on se rappelle et tout ça. Je le rappelle, il me dit, écoute, moi j'ai décidé de ne pas lâcher le projet avec ma compagne. Est-ce que tu serais intéressé? On va aller faire probablement des visites dans 15 jours, 3 semaines. Voilà, dans le sud-ouest, on a repéré des endroits et on est prêt à aller faire des visites de lieux qui pourraient correspondre à ce qu'on recherche, avec un petit groupe plus resserré de gens. Et je suis les synchronicités en fait, hein. J'ai reçu la guidance des Landes, je suis là, c'est exactement ce qu'on me propose, let's go, on y va. Donc je rejoins ces deux personnes, ils m'accueillent chez eux, on passe un week-end de visite. Et la dernière visite du samedi, c'est une visite d'un lieu qui n'est non pas acheté, puisque jusque-là on avait visité 2-3 lieux à acheter. Et je sentais que c'était un gros pas pour moi, il y avait un peu de l'inconfort à l'idée d'acheter avec des gens que je ne connaissais pas beaucoup, j'avais juste fait quelques appels avec eux. Et donc en dernière visite du samedi, on a un lieu qui est un bail de 3 ans. Un lieu extrêmement beau, au bord d'un fleuve, avec une piscine, un jardin très grand, beaucoup de couchage, juste pas de salle de pratique. Et donc on le dit à la personne qui nous fait visiter, au propriétaire, on lui dit votre lieu est génial, juste il n'y a pas de salle de pratique. Il nous dit écoutez, il y a peut-être quelque chose à faire, et là il nous montre qu'en fait, à l'étage d'un des bâtiments, il y a une immense salle non aménagée qui suffirait juste d'aménager et qui correspondrait parfaitement à une grande salle de pratique et à l'idée qu'on s'en fait. Et donc, on discute davantage avec ce propriétaire, on monte un peu un projet dans la nuit avec 4 personnes. Donc, ces 4 personnes qui ont répondu à l'appel en fait, d'aller un peu plus loin dans ce projet. On discute beaucoup sur notre vision du projet, on fait des exercices de management d'équipe, de création de projet d'équipe. Et on dépose un dossier pour louer ce lieu et potentiellement signer le bail si notre dossier est accepté. Et donc le bail, à ce moment-là, on est tout début mars, et le bail entre en vigueur au 1er avril, parce que le bâtiment est immédiatement disponible. Donc en termes d'organisation, c'est un peu intense, ça veut dire qu'il faut commencer à payer les loyers dès le mois d'avril, il faut poser des cautions, etc. Et dans nos vies pratiques, moi j'habite encore à Lyon, il y a une autre personne qui habite dans le sud-est, et il y a 2 personnes qui habitent près de Bordeaux, donc pour elles c'est peut-être plus facile de faire les allers-retours et de mettre en place des choses pour le lieu, mais c'est quand même un peu un challenge. Donc finalement, on sent que les choses sont super alignées, super fluides, super simples. Donc on y va et on décide de signer le bail. Alors je me souviens de la synchronicité, c'est qu'au moment où on a négocié le bail et qu'il fallait le signer, moi j'étais encore en vacances dans les Landes, et à ce moment-là, il y a une coupure d'internet chez moi, et enfin dans l'endroit où je loue, et donc je n'ai plus d'internet, et sur mon téléphone non plus, il n'y a plus d'internet. Donc je ne peux pas signer le bail, et donc je dois trouver des personnes à cette saison-là dans le tout petit village des Landes dans lequel je suis, où il y a de la lumière à 21h, qui sont prêts à me prêter leur wifi pour que je signe le document. Et donc ça, je me dis, quand même, à ce moment-là, je me dis, il y a peut-être quand même là les guides qui mettent un peu de frein à ce que dans la matière, je m'engage vraiment dans ce projet. Mais sinon, il y avait quand même beaucoup de feux verts, et ça correspondait à vraiment ce que j'avais envie pour moi. Je trouvais que 4, c'était un bon nombre pour co-gérer un lieu, que ça pouvait s'équilibrer en fonction de nos différentes activités parce qu'on était tous accompagnants de par ailleurs, etc.
et je trouvais qu'il y avait une belle complémentarité aussi des talents et des dons, au sein de l'équipe. Donc on arrive 1er avril 2021, et on va sur place pour, le week-end d'ouverture, la remise des clés. On décide aussi de faire une activation un peu énergétique du lieu. Donc, il y a un professionnel qui vient au niveau de l'harmonisation du lieu, activation énergétique, etc. Et ça ouvre énergétiquement le projet. Et au moment où on fait une sorte de cérémonie d'activation, il y a une des personnes avec lesquelles ce projet se crée qui réagit mal, qui fait preuve d'impatience et qui réagit très très mal et qui part. Et ça, j'ai été assez inquiète à ce moment-là. Je me suis dit, ah, ça, c'est quand même pas bon signe. Euh, une telle impulsivité dans un contexte d'équipe, euh, c'est, voilà, ça manque de sérieux. Donc ça, c'était un premier signe qui me disait que ça allait potentiellement être compliqué parfois de gérer les choses. Malgré le fait que voilà, il y avait plein de choses positives, hein. C'était un lieu magnifique, clé en main, immédiatement prêt, 0 travaux à faire, meublé. Il y avait quasiment du coup pas de frais de création. On avait juste voilà, des cautions à poser, mettre en place une assurance. Et voilà. Donc, donc il y avait plein de points positifs, puis au fur et à mesure, voilà, j'ai commencé, là je me suis dit, bon, ça c'est un premier point noir. On met quand même en place, on met en place des documents juridiques, des contrats pour les signatures, les CGV, la charte, je fais un calendrier de tout ce qu'il y a à faire sur les prochains mois. Donc là je constate mes compétences d'avocate d'affaires qui se remettent en place et je trouvais ça très beau. J'étais là, ouais, en fait, ces compétences que j'ai acquises, je peux les réutiliser pour tout type de projet, donc c'est vraiment génial. Et puis on décide que comme le délai est un peu court pour mettre en place, par exemple, des retraites bien-être pour nous dans notre agenda ou faire connaître le lieu dans la région, on décide de proposer le lieu à la location le temps du premier été, à la location en Airbnb, le temps du premier été pour tout simplement faire rentrer de la trésorerie et se sécuriser sur les premiers mois et notamment les mois d'hiver qui peuvent être plus complexes en termes de location là-bas dans les Landes. Donc à ce moment-là, voilà, il y a une bonne répartition des missions. Certaines personnes gèrent tout ce qui est matériel, donc peut-être changer les lits, acheter plus de lits place. C'était un lieu avec plein de petites chambres individuelles, donc voilà, bien aménager les chambres pour que ce soit bien opérationnel, acheter certains petits meubles, changer la déco. Mais sinon, il y avait déjà beaucoup de choses sur place. On a juste aussi mis en place une équipe de ménage pour à chaque fois qu'il y avait des nouveaux locataires ou des nouvelles retraites. Donc recrutement d'une équipe de ménage. Et puis gestion de la com, donc mise en place d'une newsletter, mise en place des réseaux sociaux, faire connaître le lieu. Certaines personnes étaient plus chargées de faire du networking sur place avec des professionnels du bien-être, etc. Et puis le premier chantier, c'est de se dire qu'on allait créer une première retraite ensemble au moment du solstice d'été. Donc on avait 2 mois et demi pour mettre en place une retraite tous ensemble dans le lieu pour le 21 juin. Et ça se passe assez bien. Voilà, les chantiers, le planning, la com. Et il y a pas mal de gens qui viennent pour, en quelque sorte, un peu l'ouverture au public du lieu. Avec voilà, une vingtaine de personnes, entre 20 et 25 personnes qui sont venues sur 2-3 jours découvrir le lieu, partager des pratiques avec nous et communiquer et en même temps participer financièrement au début de la vie du lieu, puisque voilà, c'était une retraite, donc les gens étaient invités aussi à participer financièrement. Et puis voilà, dans ce contexte-là, tout est aussi, toutes les missions de chacun sont sollicitées. Il y a une personne qui gère au niveau des finances, au niveau de tout ce qui est bancaire, etc. Une autre personne qui gère au niveau de tout ce qui est contrat, devis, gestion des locations, contact avec les locataires potentiellement intéressés. Donc c'est une grosse machine, mais en même temps, voilà, ça tourne assez bien. Chacun a pris ses marques. Le deuxième red flag, je dirais, c'est que en juin, au moment de cette ouverture au public, je dirais, du lieu, une des 4 personnes du projet n'est pas là. Et elle nous avait prévenu qu'elle, pour la saison d'été, ce serait compliqué. Mais voilà, je me dis, quand même, énergétiquement, ouvrir au public avec une personne qui est manquante, c'est quand même un peu spécial. Et à partir de ce moment-là, on n'a pas beaucoup de nouvelles de lui, en fait. Il n'est pas très présent, même dans les échanges.
Néanmoins, cette retraite, ce solstice, c'est un vrai succès, et on est un peu dans une phase, lune de miel. On est amoureux du lieu, on trouve la région incroyable, on s'entend bien, on fait des rencontres extraordinaires, grâce au lieu, grâce aux personnes qui sont intéressées par le lieu, par venir organiser des retraites. Moi, voilà, potentiellement, je me projette, je me dis que peut-être je pourrais venir m'installer, sur place pour aider à gérer le lieu dans les mois qui viennent et cetera. Donc au début, ça se passe plutôt bien et bon an, mal an, on arrive plus ou moins à rentrer aussi dans nos finances avec des locations à des particuliers du lieu. Et puis, dans l'été, il commence à y avoir des dissensions au sein de l'équipe, des dissensions sur la vision qu'on a sur les prochaines années sur le lieu, des désaccords sur le statut juridique, c'est-à-dire sous quelle forme on met en place les choses, des désaccords aussi sur la relation à l'argent, et le niveau de sécurité financière qu'on attend en lien avec ce projet, et quel juste équilibre on trouve entre le temps qu'on consacre à ce lieu, qui est énorme, hein. Moi, je faisais énormément d'allers-retours entre Lyon et le lieu, tous les mois, pour mettre en place des choses, pour être sur place dans la matière pour l'installation, pour être sur place dans la matière pour les immersions, les immersions régulières, etc., pour organiser des choses sur place. Donc il commence à y avoir des dissensions dans l'été. Et puis j'ai aussi un appel voilà, avec une personne qui me dit: ah, ton projet, je sais pas s'il va durer sur le long terme. Puis ça me met un peu un tilt en écho avec les quelques red flags, les quelques questionnements que je me posais. Et puis fin septembre, il y avait l'organisation voilà, d'une autre retraite avec toutes les personnes de l'équipe, pour l'équinoxe d'automne. Et à ce moment-là, en fait, je constate que je suis un peu la seule à vraiment porter le projet. Donc le couple à l'origine de la création, entre-temps, dans l'été, ils se sont séparés. Donc bien sûr, ça affecte aussi l'énergie du projet. Et je comprends que chacun a ses priorités et en fait, peu de gens vont se mobiliser à 100% pour ce projet. Et je sens même qu'il y a une partie, en fait, de l'équipe qui s'est déjà désengagée, en fait, dans l'énergie. Donc la retraite qui a lieu sur place au moment de l'équinoxe, elle est assez difficile à vivre pour moi, dans le sens où je me sens assez seule dans la gestion des choses. Il y a plusieurs personnes qui sont venues de ma part à cet événement et voilà, qui sont aussi assez, voilà, étonnées par la façon dont les choses se passent, etc. Et donc je suis confrontée au trou dans la raquette du projet, que j'assume aussi en tant que personne fondatrice. Mais voilà, je me dis waouh, comment ça va se passer la suite. Et à partir de ce moment-là, alors il faut savoir que dans l'été, moi je m'étais dit que j'allais m'installer sur place début décembre. Et à partir de ce moment-là, voilà, je me questionne sur la viabilité à moyen terme du projet. Et puis, alors à titre personnel, je reçois beaucoup de signes qu'il ne faut pas que je déménage sur place. Finalement, en décembre, en fait, début novembre, de fin octobre à début novembre, je reçois beaucoup de signes qui me disent de ne pas déménager début décembre. J'avais prévu un déménagement sur place début décembre pour être sur place, pour gérer le lieu, pour voilà, aider au lancement plus opérationnel du projet. Et puis, disons que grand bien m'a fait, j'ai vraiment été protégée, je pense, puisque j'avais prévu déménager quelque chose autour du 8-9 décembre, et le lieu a subi une très grande crue, en lien avec voilà, des pluies et sûrement aussi un réchauffement à cette période-là, début décembre, qui a fait fondre certaines neiges dans les Pyrénées. Et donc le lieu était au bord d'un fleuve. Il avait été annoncé dans les diagnostics comme en zone inondable, mais avait été mentionné que 2 inondations dans les 20 années précédentes, alors qu'il semblerait qu'en fait, il y en avait beaucoup plus régulièrement. Donc certaines inondations avaient été passées sous silence, apparemment, par le propriétaire. Et donc voilà, début décembre, le 11 décembre, alors que le jour même, un événement devait être organisé par une des personnes de l'équipe fondatrice sur place pour tout le week-end. Le vendredi matin, on nous annonce que la route va être fermée, que le lieu n'est plus accessible. Sauf qu'à ce moment-là, il y a une personne qui vit sur place à moyen terme dans un des bâtiments
Et du coup, bah, il y a 2 personnes qui, s'occupent, de surélever les meubles, de bouger les affaires à l'étage et cetera pendant, quasiment toute l'après-midi. Et de rester sur elle décide de rester sur place et le lendemain matin, l'eau a tellement monté qu'elles sont, évacuées en bateau et il y a de l'eau jusqu'à environ 1,5 m dans le jardin, du bâtiment et quasiment plus de 50 centimètres dans certains bâtiments. Donc c'est une vraie, vraie grosse inondation, heu, avec beaucoup de boue vu qu'on est au bord d'un fleuve. Et une des personnes d'équipe fondatrice, me partage à ce moment-là: «Je crois que le projet tombe à l'eau». Et je crois que c'est vraiment ça qui s'est passé. Et puis, bah, ensuite après, heu, c'est comme une série d'événements qui nous ont invités à constater que le projet était fini, même si moi j'avais, une forme de difficulté à vraiment, vraiment le voir. Donc il y a eu l'inondation, l'eau est partie quasiment au bout de 2-3 jours et puis, au niveau des assurances, on nous invite à ne rien toucher, à tout laisser tel quel pour que puisse y avoir une expertise, des dégâts et que tout puisse être pris en charge. Hem Et donc on fait quand même venir une femme de ménage qui nettoie, le gros, du lieu, le sol et cetera, sachant que moi j'organisais une immersion sur place, 3 semaines plus tard. Donc il fallait quand même que le lieu soit opérationnel. Et donc voilà, on fait ça, le lieu est rapidement de nouveau opérationnel. Par contre, on constate au bout de quelques jours que, des moisissures se mettent en place dans certains bâtiments uniquement. Hem Et bon, il y a par-ci par-là, il y a quelques traces sur les meubles, et cetera. Donc on presse les experts des assurances de venir. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup plus de temps parce que beaucoup de personnes étaient, affectées par cet aléa climatique. Ça avait été cumulé avec des tempêtes sur place et cetera. La présence de moisissures sur laquelle on se renseigne nous fait dire que, l'occupation des bâtiments qui sont concernés par les moisissures est remise en question puisque, il y a un risque sanitaire en fait, d'intoxication. Hem Et à ce moment-là, on prévient le propriétaire, qui n'est pas très qui est à l'étranger, voilà, qui nous dit: «Non mais débrouillez-vous, il y a pas de problème, c'est très fréquent, je vois pas pourquoi vous voudriez pas, louer» et cetera. Ce qu'on lui dit: «Écoutez, nous, on est OK de pouvoir relouer, mais à condition qu'il y ait des travaux qui soient faits pour, voilà, nettoyer les moisissures, éviter que le bâtiment aussi soit, affecté sur le moyen terme par le taux d'humidité dans les murs». Et donc on gère tout ce qui est, devis avec des artisans et cetera. Quand en normal, on ne devrait pas gérer, mais le propriétaire étant à l'étranger, on le fait. Et puis petit à petit, la situation se dégrade parce que, donc il y avait quand même une clause de force majeure dans le bail qui disait que si le lieu était inoccupable pendant une certaine période, on pouvait mettre fin au bail. Et donc en fait, on constate qu'on va arriver bientôt à cette durée d'inoccupation et donc on sollicite, on sollicite d'abord, une baisse des loyers pendant 2 mois, le temps que les travaux se terminent et que tout le lieu puisse être de nouveau, occupé et c'est une demande qui est refusée par le propriétaire et donc ensuite on envisage la mise en application de cette clause, de force majeure, pour, mettre fin au bail puisque le propriétaire ne soutient pas du tout dans le fait que, voilà, pendant, quasiment 2 mois et demi, une partie du lieu ne peut pas du tout être louée et donc c'est une vraie perte pour nous. Et donc voilà, face à son refus, on sollicite, la résiliation du bail qui est refusée, sur des raisons d'interprétation de clauses et là, on comprend qu'on va rentrer probablement dans une bataille juridique. Donc on reçoit, des courriers, qui sont, ben ouais, pas très cordiaux. Pendant ce temps-là, on continue d'avancer sur les sujets d'expertise d'assurance qui pareil, en fait, voilà, les experts en assurance en général, enfin ça dépend lesquels, mais nous, on était en contact avec une personne qui était vraiment pas là pour nous faciliter la vie, pour, faciliter l'indemnisation de toutes les pertes, tous les meubles, tous les objets qui avaient été, détruits, tous les biens matériels et cetera et cetera. Très rapidement, en fait, début février, on se rend compte qu'on va, devoir aller vers une négociation juridique à l'amiable, une conciliation et donc on sollicite un avocat qui va nous défendre, qui va négocier, la rupture anticipée du contrat. Voilà, donc ça a été une période, qui est pas très agréable,
Le propriétaire était pas du tout dans un état d'esprit de conciliation, il était assez, dans une posture, voilà, pas amiable quoi, pas cordiale. Hem et les leçons aussi, ça a été pour nous que, les jeux d'experts entre, l'expert du propriétaire, l'expert du locataire, ça a été, très, très long. Là, on est, début 2022 et les dossiers, les factures qu'on a dû envoyer, les tableaux, de perte de trésorerie et cetera, ont duré jusque, octobre 2022. Donc il y a quasiment eu, 10 mois, de contact permanent chaque semaine avec, les experts de chaque assureur pour qu'on puisse être indemnisé au titre de la perte de trésorerie qu'on a vécue sur les quasiment, 4 mois, d'inoccupation des lieux et sur tous les meubles, voilà, les objets, qui étaient affectés. Donc, là, j'ai tiré pas mal de leçons aussi en lien avec les assureurs. Je vous partagerai ça dans une deuxième partie d'épisode. Mais voilà, tout ça pour vous dire que, la négociation avec le propriétaire quand même aboutit de façon assez cordiale et en ça je remercie vraiment le job des avocats. On décide de céder à beaucoup de ses demandes. Voilà, on décide de renoncer à plusieurs choses. On renonce aux cautions qu'on a versées et cetera, à plein de choses qu'on a mis en place dans le lieu au plan matériel sans indemnisation pour se dire, voilà, plutôt que de rester coincé dans cette situation qui est complètement voilà, qui n'aboutissait pas, on va pouvoir, clôturer ce projet qui en fait ne fonctionne pas dans la matière, et sur lequel on a été vraiment invité par la nature à le clôturer et surtout pour éviter que l'inoccupation et donc les difficultés de trésorerie continuent puisque le lieu a été quasiment inoccupable jusque fin avril puisqu'il y a eu les expertises et les travaux ensuite de remise en état. Donc on a eu quasiment 5 mois d'inoccupation avec 5 mois où il faut quand même payer le loyer parce que c'était ce que le propriétaire nous demandait, sans vraiment s'adapter aux circonstances où voilà, nous à la base ce qu'on avait demandé c'était peut-être moitié de loyer, 2 tiers de loyer pendant quelques mois jusqu'à ce que la situation soit résolue. Donc quelle est la conclusion de ça? Il y a plein de choses à tirer, je pense, mais vous allez peut-être tirer vous-même les leçons en ayant écouté cet épisode. Je crois que la première chose qui est en fait un des derniers points que j'ai noté en voulant faire les leçons de ce projet, c'est l'énergie racine dans laquelle le projet est né. L'énergie racine, on est en 2020, il y a quand même pas mal de peur, même inconsciente, sur le sort de l'humanité, sur ce qui va se passer, sur la rigueur des règles sanitaires qui sont imposées. Et je crois que l'énergie racine du projet, c'était pas, contrairement à ce que je pensais, une forme d'épanouissement, une forme de retour à la nature, à la communauté, à l'amour. C'était, à mon avis, au fond de nous, dans nos systèmes nerveux, une forme de peur de ce qui allait se passer dans l'avenir pour la société, au plan collectif. Et du coup, voilà, je pense que quand on a comme énergie racine d'un projet de la peur, même si elle est inconsciente, ça imprègne tout le projet et ça empêche de lui donner un avenir fiable et durable. L'autre leçon pour moi, c'est de se dire que peut-être que les écolieux, alors je dis pas que c'est le cas de tous, mais en tout cas je pense que le fait que beaucoup de gens aient le projet de créer un écolieu, c'est potentiellement un mirage. C'est-à-dire que je crois aujourd'hui, au moment où j'enregistre cet épisode en 2024, que ça nécessite un très grand niveau de responsabilité, d'autonomie, de souveraineté, une excellente relation à l'argent. Ça demande une très grande implication et un très très grand niveau de conscience de pouvoir donner vie, gérer et assurer l'avenir financier d'un écolieu. Une personne que j'aime beaucoup dit parfois, est-ce qu'un écolieu, c'est pas un égolieu? Donc un lieu que l'on construit depuis l'espace de l'ego de « Ah, regardez, j'ai créé un lieu et on le fait plus pour l'ego que pour les autres ». Alors, je sais pas si dans mon cas, c'était le cas. En tout cas, voilà, je vous partage ça pour vous dire depuis quel espace ça vient. Est-ce qu'il existe actuellement sur Terre des personnes qui ont un tel niveau de conscience, qui sont capables d'avoir un très grand niveau de communication aussi quand c'est un lieu qui est créé à plusieurs ou même en couple, ça nécessite un très grand niveau de communication pour être d'accord sur les détails du projet.
et un très grand niveau de responsabilité pour assurer dans la matière l'avenir financier. Mais parce qu'un lieu, ça nécessite, soit c'est on l'achète et dans ces cas-là, il y a des mensualités à rembourser tous les mois, soit c'est un bail, mais il y a aussi dans ces cas-là des loyers importants à payer, il y a tous les frais d'aménagement, etc. Donc c'est une très très grande responsabilité à gérer et je crois que ça, c'est un peu pris à la légère par toutes les personnes qui créent le lieu à la base et qui ont cette illusion primaire, en tout cas, avant d'arriver dans la matière et dans le concret, qu'ont cette illusion de c'est génial parce qu'on a assisté à beaucoup de retraites dans notre vie, ça a été des moments de grande guérison, de communion, et on se dit on veut pouvoir rendre ça possible davantage sur Terre, ce qui est une très belle intention. Mais dans la matière, ça nécessite d'être un très très grand gestionnaire, et donc c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense en général. Donc ça, c'est la deuxième leçon, on dira. La troisième leçon, c'est que quand c'est un projet qui est créé en équipe, ça nécessite, d'après moi, la mise en place d'un système de prise de décision qui est très très aligné et le choix du statut le plus pertinent. Avec, selon moi, il y a forcément besoin d'un système décisionnaire avec une voix pour trancher. Alors qu'en général, dans l'énergie d'un écolieu, quand il est créé par une équipe fondatrice, il y a un peu l'illusion de on va prendre les décisions au consensus, etc. C'est une complète illusion. On a besoin de quelqu'un qui tranche. Et ça faisait partie des sujets qui sont venus sur la table pour nous. C'est en fait, est-ce que le modèle à la base dont on a rêvé, avec l'idée d'un consensus où tout le monde est d'accord avant de mettre en place des grandes décisions, est-ce que dans la matière ça marche vraiment? Et la réponse que moi j'ai vécue, c'est non. Donc il y a besoin aussi d'être très clair sur ça et d'être assez conscient que probablement qu'il y a besoin d'un leader, d'une personne qui a peut-être un poids décisionnel un peu plus important pour que les choses fonctionnent en fait et pour qu'on ne soit pas bloqué par une égalité au niveau de la prise de décision dans les voies. Donc je pense qu'au plan juridique, ça nécessite peut-être une forme de pacte d'associés ou un pacte de fondateurs qui soit assez poussé, qui soit assez clair sur qu'est-ce qui se passe dans toutes les situations possibles dans ces cas-là, en cas de sortie, en cas de divorce d'une des personnes, etc. etc. Et j'ai deux autres leçons à vous partager, au moins trois, on va dire trois. C'est, je pense que pour donner vie à ce type de projet et qu'il soit rapidement rentable, la personne qui est fondatrice ou les personnes fondatrices ont besoin d'avoir fait un chemin de paix et d'amour en lien avec l'argent matière. Et souvent, dans le milieu spirituel ou dans le milieu de l'entrepreneuriat du bien-être, ce chemin, il n'est pas vraiment fait ou il est fait à moitié. Alors moi, je prétends pas non plus avoir fini le chemin par rapport à ça, mais je vous partage comment je vois les choses aujourd'hui. Et donc, il y a une forme de blocage en fait. Les gens ne sont pas parfois prêts à gérer autant d'argent, à gérer parfois une pression financière importante. Et je crois qu'aussi, il faut avoir une très grande préparation avant de mettre en place le projet. Et c'est notamment pour toutes ces raisons-là qu'on voit beaucoup de lieux de retraite fermés dans les années qui suivent leur création. Encore récemment, cette semaine, j'ai vu un lieu fermé près de chez moi. Voilà, tout simplement parce que dans le contexte économique actuel, si les gens n'ont pas fait un vrai chemin de paix et de paix avec l'argent et de reconnexion à l'abondance et de gestion financière aussi dans la matière, pas que dans l'énergie, en étant bien conseillé aussi, je pense, et ça va être très complexe d'assurer la durabilité du projet. Les autres leçons que je retiens de ce projet, c'est qu'un lieu a sa propre énergie, de par sa géobiologie, de par son emplacement géographique et de par son histoire. Donc là, c'est un peu une dédicace aux géobiologues qui écouteront ce podcast. Et ce lieu, en fait, quand nous, quand on s'est désengagé et que le projet s'est clôturé, il a mis beaucoup, beaucoup de temps à être de nouveau reloué. Et les personnes qui ont repris le projet ont vécu des choses qui sont en écho à ce qui s'est vécu pendant notre période à nous. Donc, des grandes difficultés aussi relationnelles. Il y a eu une séparation aussi dans un couple. Voilà, il y avait vraiment des échos.
Et je me suis dit: «Ah mais en fait, c'est dans la mémoire des murs». Ils ont aussi vécu des inondations et cetera. Donc voilà, quand on arrive dans un lieu, c'est quelque chose que je sais déjà, mais on choisit un lieu, le lieu a sa propre énergie, a ses propres mémoires et soit on fait un travail de nettoyage, quand c'est possible, soit en fait on peut être, on peut subir le karma du lieu, en fait. Et puis l'autre leçon, c'est que, ce projet, il a été, créé, en fait, initié par, 2 personnes, moi et la personne qui est venue, une de mes très proches amies qui était manifestor. Donc on a, manifesté probablement ce projet, par des visions, des visualisations qu'on faisait régulièrement au même moment toutes les 2 sans se connaître et que la vie a voulu nous montrer qu'on peut manifester des très grandes choses dans la matière et que quand c'est pas aligné, ben, ça peut se défaire aussi très, très vite. Et ça, je trouve que, c'est un vrai cadeau dans les énergies dans lesquelles on vit, actuellement. On a la conscience qu'on peut manifester des choses très, très grandes, très, très vite et que quand c'est pas aligné, ça peut se défaire très, très vite et tant mieux et c'est libérateur et en fait, j'ai beaucoup de gratitude pour cette expérience parce qu'elle m'a montré que le rêve que j'avais de vivre en communauté, de créer cet écolieu, en fait, c'était pas vraiment ce que je voulais. C'était trop de contraintes pour moi, c'était trop d'adaptation à une collectivité par rapport à qui je suis justement dans mon énergie de manifestor. Et que, bah, probablement, j'ai pas le niveau de conscience suffisant pour, créer ce type de projet en équipe aussi, hein. Je prends tout à fait, ma responsabilité dans ça. Hem et voilà et que la vie m'a permis de faire cette expérience pour transmuter l'illusion du rêve que j'avais. Voilà. Et qu'elle l'a fait en équilibrant énormément les choses et je sens que, tout ce que j'ai donné, je l'ai reçu dans le cadre de cette expérience. J'ai reçu des rencontres extraordinaires, j'ai rencontré des personnes qui sont encore mes amies aujourd'hui, heu et voilà, j'ai senti que j'avais reçu ce que j'avais besoin de recevoir et donné ce que j'avais, eu envie de donner et je me sens, vraiment, vraiment en paix avec cette expérience. J'ai même énormément de gratitude pour tout ce que j'ai vécu sur ce lieu, y compris l'immersion que j'ai guidée, sur place avec mes clients pour le nouvel an 2022. Et c'était vraiment une expérience formidable. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour toutes les expériences vécues sur place, toutes les personnes que j'ai rencontrées, toutes les leçons en lien avec la relation à l'argent, en lien avec, les assurances. J'avais jamais eu autant de contact avec des assureurs et des experts en assurance et c'était vraiment une épreuve pour moi. J'ai senti que c'était, voilà, c'était un monde, ouais, un monde très, 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 très spécial, et ça m'a donné beaucoup de leçons aussi sur le monde de l'assurance et des experts en assurance. Donc ça m'a appris aussi beaucoup la diplomatie, la stratégie, la négociation, c'est aussi, bah, en lien avec voilà, la négociation avec le propriétaire et cetera. Donc grand apprentissage, c'était un peu comme un crash test, après ma vie d'avocate. Est-ce que j'avais, intégré les leçons de tout ce que j'avais appris dans ce cadre, de cette vie professionnelle d'avant? Et voilà, j'ai envie de terminer cet épisode en honorant la mémoire du lieu, la magie de ce lieu, les leçons, les rencontres, les personnes qui ont contribué à ce projet, aussi bien à sa naissance qu'à sa clôture, notamment, les avocats qui nous ont accompagnés et toutes les personnes qui ont été là à ce moment-là. Et voilà, je remercie, cette expérience qui a été un grand, grand cadeau pour moi. J'espère que cet épisode vous inspirera. Je serai en joie de recevoir les échos que ça fait, avec vous, avec peut-être des expériences que vous avez vécues aussi, avec peut-être des tentatives de naissance d'écolieux ou de lieux de retraite que vous avez aussi vécues. Peut-être que c'était des tentatives avortées, peut-être que c'est des naissances qui ont eu lieu, heu et peut-être que vous avez réussi à, donner vie à ce projet et à lui donner vie dans la durée, dans le temps et dans ce cas, je vous adresse, toute mon admiration, vraiment et merci de faire ça pour le monde et merci d'ouvrir ces espaces et merci de créer ces espaces et encore récemment, je suis allée voir des amis, qui ont créé ce type de lieu et j'ai vraiment voulu soutenir, de tout mon cœur et de tout ce que j'ai pouvais aussi financièrement, le lancement du lieu parce que, ben, je sais et je me rends compte de ce que ça représente, en backstage. Donc un grand bravo à toutes les personnes, qui créent ces espaces. Je vous embrasse très fort. Je suis contente d'avoir, libéré la parole et vous avoir, partagé mon expérience sur cette expérience de vie qui date déjà un petit peu, de bientôt 2 ans, mais qui a été un très grand enseignant pour moi. Vraiment, gratitude. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, où je vous partagerai, d'autres expériences. Et je vous souhaite un bel été parce que cet épisode va sortir dans le courant de l'été 2024 et j'ai envie de vous souhaiter un bel été. Merci. Au revoir.